C'est une voix qui porte. Bernard-Henri Lévy est mon invité. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Nuit blanche. C'est un livre étonnant venant de vous. On va en parler dans quelques instants. C'est un livre d'introspection. C'est un livre où la nuit est bien présente, mais où les souvenirs et les fantômes apparaissent, les fantômes de votre vie. Un mot avant de parler de l'actualité. C'est un livre peut-être le plus important que vous n'ayez jamais écrit au fond. En tout cas, c'est le plus intime. Voilà, c'est un livre où je raconte un peu ma vie. C'est une ébauche d'autobiographie. Ouais. C'est le début de ce qui sera un jour mes mémoires. Mais enfin, elles sont bien engagées dans ce livre. Oui, c'est une nuit d'insomnie et il y a des fantômes, je le disais. On va voir des images de ce qui s'est passé hier, 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ces images-là, elles peuplent la nuit, elles empêchent de dormir. Ah ben, elles peuplent la nuit du siècle, elles peuplent la nuit de nos contemporains, elles ont changé, me semble-t-il, nos nuits irrévocablement depuis 80 ans. Il me semble qu'aucune femme ou aucun homme civilisé, normalement constitué, ne dort de la même manière après Auschwitz et avant. Il s'est passé une telle fracture dans l'humanité. L'humanité n'est plus la même avant et après. Oui, ces images que l'on voit de cette commémoration sur le site même de ce mémorial qui est devenu ce camp de l'horreur, nous rappellent justement d'être éveillés. Et les mots du président de la République, Emmanuel Macron, disant que l'antisémitisme doit rester un combat de tous les jours. Ouais. Il faut se battre. Il faut se battre contre, oui. Enfin, ça reste une menace. Bien sûr, et c'est pas seulement que ça reste, c'est même une menace grandissante. La stupeur, moi qui m'étreins depuis quelques années, et qui est un des carburants de ce livre d'ailleurs, j'en parle, c'est que l'antisémitisme est en train de prospérer, est en train de se développer, il est en train de nouveau d'incendier les âmes. C'est pas seulement qu'il reste, il n'est pas résiduel, il est en train de renaître de ses cendres, hein. Il est en train de renaître de ses cendres, c'est le plus terrible. Et c'est ce qui rendait cette cérémonie d'hier, d'ailleurs, encore plus bouleversante, parce qu'on pensait évidemment d'abord aux morts d'hier, mais on ne pouvait pas ne pas penser aux vivants d'aujourd'hui et aux possibles morts de demain. Oui, de ce cancer qu'est l'antisémitisme. Aujourd'hui, il vient d'où? Comment on pourrait éradiquer? On ne l'éradique jamais. Ça, c'est ce que je dis dans ce livre. On n'éradique pas l'antisémitisme, on le contient, ce qui est extrêmement différent. On le contient, c'est-à-dire qu'on lui oppose une force plus grande. On ne lui cède rien. On lui fait honte, par exemple. On l'isole. Mais pas éradiquer. Éradiquer, c'est la mauvaise image et qui a d'ailleurs inspiré des mauvais combats. Éradiquer, il restera toujours de l'antisémitisme. En revanche, on peut faire en sorte qu'il demeure là où il devrait être, c'est-à-dire au banc de la société. Oui, l'extrême droite, l'extrême gauche. Aujourd'hui, l'antisémitisme est partagé de quelle façon? Il est là aux deux extrêmes. Il est toujours là, quoi qu'on en dise, à l'extrême droite. Mais c'est vrai que c'est à l'extrême gauche qu'il est le plus décomplexé. Parce que c'est à l'extrême gauche qu'il a trouvé son nouvel argumentaire. Son argumentaire propre à lui donner une apparence de rationalité. Donc, il est là des deux côtés, avec, malheureusement, cette poussée assez spectaculaire, je dois dire, à l'extrême gauche. Oui, Serge Klarsfeld,
chasseur de nazis, était sur ce plateau il y a 3 jours, avant de se rendre à Auschwitz avec le président de la République pour ses commémorations. Il disait qu'en cas de second tour qui opposerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, il voterait pour Marine Le Pen. Comment vous prenez cette prise de position? C'est la position de Serge Klarsfeld. Voilà, et je la respecte, mais ce n'est pas la mienne. Moi, déjà, je me refuse à imaginer cette hypothèse. Ce serait une telle honte pour la France que d'avoir à choisir entre les deux extrêmes, que d'avoir à choisir entre Mélenchon et Le Pen ou Bardella, que je ne parviens même pas à le concevoir. Et je m'y refuse. Oui, votre vie, c'est ce combat. C'est un combat pour la paix, au fond. Est-ce que, et la question vous avez été posée, les drames que vous avez vécus, la guerre, vous êtes confronté à l'horreur toute votre vie. Vous avez été sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui peuple vos nuits d'insomnie, quel que soit le camp. Ben, vous savez, il n'y a pas de... Les dissidents soviétiques, dans ma jeunesse, disaient, vous savez, moi, j'appartiens ni au camp de la gauche, ni au camp de la droite, j'appartiens au camp de concentration. Je crois que c'était Boukovski ou Pliouch, des grands dissidents, ou peut-être Nathan Sharansky, autrefois, qui disaient cela. Et quand on a fait un peu de reportage de guerre, quand on a vu les chrétiens martyrisés par Boko Haram au Nigeria, quand on a vu les Bangladeshis génocidés quand j'avais 23 ou 24 ans, quand on a vu les Afghans se battant le dos au mur contre les talibans, et ainsi de suite, on ne sait plus très bien. Enfin, on appartient au camp des victimes, voilà. On appartient au camp des malheureux, on appartient au camp de ceux que Frantz Fanon autrefois appelait les damnés de la terre. Moi le seul camp dans lequel je me reconnaisse un petit peu, c'est celui-là, c'est les victimes des guerres oubliées. Lorsque j'ai fait des reportages, et je le rappelle aussi, je rappelle les conditions dans lesquelles je les ai faits, ces reportages, pour un grand journal qui était Le Monde, et puis pour un grand magazine qui est Paris Match, et pour des journaux étrangers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conflits oubliés. Ce n'est pas les conflits hyper couverts par tous les grands reporters. On a en France des reporters extraordinaires, bien plus talentueux et bien plus professionnels que moi. Mais ce qui m'est arrivé de faire, c'est d'aller dans des endroits, c'est d'utiliser mon minuscule crédit pour imposer dans l'actualité un conflit dont tout le monde se moquait, auquel personne ne s'intéressait. Quand je suis allé, je le rappelle aussi, en 2007, au Darfour, profondément dans le Darfour. À l'époque, c'était pour le Monde, justement. Voilà, là, je jouais mon rôle parce que c'était des victimes sans visage, les victimes du Darfour. Oui, la guerre, Israël et les Palestiniens, Gaza, ça, c'est une blessure. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle « Solitude d'Israël ». Aujourd'hui, vous dites, le monde libre a besoin d'Israël. Et il y a cette solitude. Et en même temps, il y a la souffrance des Palestiniens. Aujourd'hui, il y a une trêve. Il y a Gaza détruite. C'est un constat d'échec pour vous? C'est pas un constat d'échec, c'est le constat d'une tragédie. C'est une immense tragédie. La haine qui frappe Israël, le martyre sans fin des otages, ces otages dont nous savons déjà qu'on ne rendra aux familles que les restes et les dépouilles, et puis les innocents de Gaza qui, malgré les efforts de Tsahal, sont morts en grand nombre, tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est les composants, les ingrédients d'une tragédie atroce, et qui, sauf si on est un barbare, on ne peut qu'être hanté par cette tragédie, oui. Bien sûr. Les morts des deux camps vous hantent la nuit? Bien sûr, les morts des deux camps. Par principe, vous savez, rien ne ressemble plus à
à un enfant mort qu'un autre enfant mort. Et il n'y a pas de bons morts et de mauvais morts. Voilà. Oui, Même si, comme c'est mon cas, je suis très profondément et inconditionnellement attaché à la cause d'Israël. Et, et je pense qu'Israël doit gagner cette guerre et doit aller au bout de cette guerre. Il doit impérativement la gagner. Israël n'a pas le choix. Israël, tous les pays du monde peuvent perdre une guerre. Israël ne peut pas perdre une guerre. Donc voilà. Mais il n'empêche que tout ça baigne dans un climat de tragédie absolue. oui. Le président de la République, Emmanuel Macron, est engagé sur ces terrains, la paix en Ukraine en particulier, mais on voit aujourd'hui que c'est le président américain qui semble prendre la main. Est-ce que Trump est capable d'imposer la paix en Ukraine aujourd'hui? D'abord, j'espère que vous vous trompez, qu'il ne prendra pas la main. J'espère que d'autres voix se feront entendre, que cette voix erratique, chaotique, imprévisible, qui est devenue là, hélas, la voix de l'Amérique. J'espère, et je pense d'ailleurs que personne n'imposera une paix aux Ukrainiens. Les Ukrainiens se battent depuis 3 ans au prix de sacrifices sans nombre. C'est pas pour se faire imposer une paix concoctée par quelques têtes d'œufs dans un coin de la Maison Blanche. Voilà, non, c'est pas possible. Ça, personne n'imposera de paix aux Ukrainiens. Oui. Et puis, la question c'est pas la paix, la question c'est la paix juste. Hein. C'est pas la grande opposition. Bien sûr qu'il y a la guerre et la paix. Mais il y a les paix justes et les paix honteuses, et puis il y a les guerres injustes, et il y a parfois des guerres justes. C'est un jeu à plusieurs termes. Les Ukrainiens livrent une guerre juste parce que c'est une guerre de résistance, parce qu'ils n'avaient rien fait à personne et qu'ils ont été agressés sauvagement il y a maintenant 3 ans. Et ils luttent pour leur maison, leur terre et leurs valeurs. Voilà. Donc c'est pas n'importe quelle paix. Il faudra que vienne en Ukraine une paix juste. Oui, et une défaite de Poutine. Ça, pour vous, on l'a vu dans vos films, les films que vous avez faits. Poutine reste une menace pour vous? Il est une menace tous les jours pour l'Ukraine, il est une menace pour l'Europe, il est une menace pour votre famille et la mienne, il est une menace pour le monde, il est une menace pour les pays de ce qu'on appelle le Sud global, et qui, je crois, ne comprennent pas toujours à quel point il est une menace aussi pour eux, parce que s'il y a aujourd'hui un pays impérialiste, c'est, entre autres, c'est la Chine, c'est aussi la Russie. Donc, je crois que le monde n'ira mieux que si la Russie poutinienne est contrainte à une capitulation absolue. Il ne faudra pas se contenter le moment venu, comme va vouloir sans doute le faire le président Trump, d'un bon compromis, entre guillemets, ou d'une négociation, ou d'un accord. Je crois que la seule façon de sortir de cette atrocité qui dure depuis 3 ans, c'est que les armées de Poutine soient renvoyées dans leurs casernes, c'est que Poutine reconnaisse sa défaite. Et peut-être qu'après sa défaite, le peuple russe s'aperçoive qu'il a été conduit dans l'impasse par un très mauvais berger, un très mauvais tsar. Le Trumpisme, c'est quelque chose, c'est un mouvement très fort. La victoire de Donald Trump aux États-Unis. On voit les ramifications en Italie, on voit en Europe même, peut-être la montée du populisme, la question de l'immigration qui est au cœur des sujets. On le voit avec le gouvernement Bayrou, même des dissensions au sein même du gouvernement sur ces questions-là. Tout ça vous fait peur? Oui, tout ça me fait peur et même horreur. Il y a tant d'inhumanité dans la manière dont ces sujets sont aujourd'hui présentés. Lorsque j'écoute Trump et les siens, c'est ça le mot qui me vient, l'inhumanité. L'inhumanité avec laquelle on traite ces étrangers en situation irrégulière, l'inhumanité avec laquelle on se prépare à séparer les familles, l'inhumanité avec laquelle on
on prétend, et on commence d'ailleurs de les mettre dans des avions. Tout ça est inhumain. Voilà. Et pour la civilisation, c'est une menace de régression considérable. On commence comme ça, et puis on dérive vers la barbarie. Oui, j'allais dire, ça risque de faire tache d'huile. Ici en France, par exemple, vous entendez dans les discours, en ce moment, il y a les débats sur la question du droit du sol, d'un certain nombre de choses. Il y a des mots, en effet, dont je n'imaginais pas, il y a encore 10 ou 20 ans peut-être, mais même 10 ans, qu'ils deviendraient à ce point des lieux communs dans le débat public. Voilà. Tous ces débats-là, le droit du sol et le droit du sang, la façon dont on joue avec ces notions-là. Et ça, en effet, c'est Trump aux États-Unis, mais c'est Viktor Orban en Hongrie, c'est Giorgia Meloni en Italie. Et c'est tellement le contraire de toutes les valeurs sur lesquelles l'Europe s'est bâtie. C'est tellement le contraire de ce que l'Europe prêche au monde depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'en effet, là, on est face à quelque chose qui ressemble à un échec. Mais un échec réversible. Voilà. Parce que moi, je ne crois... Je reste un optimiste résolu. Je pense qu'on peut toujours inverser le cours des choses. On peut toujours faire dérailler, mettre un petit caillou sur les rails de l'histoire. Voilà. L'histoire ne va pas forcément dans le sens de Trump et du trumpisme. Oui. Les nuits blanches, c'est quelque chose... on se nourrit de ces nuits blanches, Bernard-Henri Lévy, votre livre, là. Parce qu'au fond, oui, on y retrouve Kafka, on y retrouve tous ceux qui vous ont marqué, tous les grands auteurs, Lévinas. Et au fond, vous les retrouvez comme des amis, comme ça, tous ceux qui accompagnent votre vie. Voilà. Mais, je vous l'ai dit en commençant, c'est la circonstance de cette nuit blanche, c'est un prétexte. C'est un prétexte à raconter ma vie et c'est un prétexte à réfléchir sur notre époque. Voilà. Et ce que j'appelle la nuit blanche, c'est une métaphore du devoir de veille, du devoir de vigilance, du devoir d'être en éveil que nous avons, je crois tous, en tout cas, que j'ai le sentiment d'avoir moi, par rapport au désastre qui est souvent en train de devenir le monde. Oui. Il y a votre père qui vous accompagne aussi, qui est un héros. Il est présent dans ce livre, très fortement. Mon père a été... Ouais. Ça, c'est une des vraies questions qui a agité ma génération quand nous avions 20 ans. Est-ce que nous avions à expier la faute de père qui avait fait le mauvais choix, ou est-ce qu'au contraire, nous étions les héritiers de pères glorieux? Moi, j'avais la chance d'avoir un père glorieux quand j'avais 20 ans. Engagé en Espagne. Engagé en Espagne, engagé volontaire en 1939 et décoré grand héros de la France libre et décoré à Monte Cassino. Donc, père glorieux. Et ça, c'est vrai que ça a été pour moi comme une cordée, enfin, une sorte de cordée magnifique qui m'a hissé au-dessus de moi-même toute ma vie. Ça a été un exemple, ça a été quand mon père était vivant, mais aussi depuis qu'il n'est plus là, c'est une sorte d'étoile du berger qui guide mes pas et qui fait que je me trompe un peu moins que je ne pourrais, que je suis à peu près fidèle à mes idéaux et à mes valeurs. C'est en pensant à ce père exemplaire, héroïque, qui a été le mien. Oui. Et ce qui est très touchant dans ce livre, Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il y a même la notion de la finitude, de ne plus être là, pensant à votre père, pensant à tout ça, qu'au fond, la nuit, et ce moment suspendu de l'idée de la mort, l'idée de qu'ai-je fait, est-ce que je me suis trompé? Et ces questions, vous vous les posez. Oui. Qu'ai-je fait de ma vie? Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Euh, est-ce que je me suis trompé? La réponse est plutôt non. Je vous rassure, j'ai pas le sentiment de m'être trompé, en tout cas dans dans mes grands combats. Je n'ai jamais pris le mauvais parti. Je n'en ai pas le sentiment. Mais ce moment comme ça, fictif, hein, enfin, tout est vrai dans le livre, mais en même temps, il y a une sorte de cadre. C'est comme un roman. Hein, c'est mon retour au roman aussi, ce livre. C'est ce moment-là, ce moment suspendu, c'est le moment où on se pose les grandes questions de la vie, de la mort, du sens que tout ça a ou n'a pas. C'est le moment où on commence à faire le bilan et de faire ses propres... les comptes de la vie, quoi. Oui. Oui, ce qui est incroyable, c'est que on se souvient tous des nouveaux philosophes, La barbarie à visage humain, votre premier livre marquant qui a marqué toute une génération, et le philosophe que vous incarnez à ce moment-là, mais qui va décider d'aller sur le terrain politique, le terrain des idées et le terrain de l'action. Et au fond, vous ne pouviez pas rester juste le philosophe comme certains que vous avez admirés. Mais il vous a fallu prendre ce risque. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller, y compris d'ailleurs, au risque pour votre vie? Une conception de la philosophie. C'est ce que j'essaie de me mettre au clair avec cela, justement. Il y a différentes traditions dans l'histoire de la philosophie. Il y en a une qui s'appelle la phénoménologie, sans être trop technicien, et qui dit que la pensée juste, elle naît au carrefour vraiment de l'abstraction la plus rigoureuse et de l'observation des choses la plus attentive. Et c'est quand on est fidèle, quand on tient les deux fils à la fois, un concept bien construit et un contact probe et loyal avec le terrain, quand on a les deux fils, que se fait un nœud de pensée fécond et juste. Et c'est le parti que j'ai pris il y a maintenant bien longtemps, lorsque j'ai décidé, enfin ce que je l'ai vraiment décidé, c'est des décisions qui se prennent. Quand j'ai donc décidé, mettons, de mener ma vie sur le double registre de l'écriture et de l'action, c'est-à-dire d'écrire ce que je vis et de vivre ce que j'écris. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis maintenant un demi-siècle. Oui, quand je recitais ce livre, La barbarie à visage humain, ce qu'au fond rappelait Michel Foucault, mais ce qu'au fond, vous n'avez jamais cru à la révolution, comment dire, à l'admirateur de la révolution, comme ont pu l'être certains philosophes. J'ai toujours eu une grande méfiance, et en effet, et très vite, une immense hostilité à l'endroit de ceux qui pensent que les hommes sont une matière malléable et qu'on peut en faire autre chose, qu'on peut refaire l'homme, qu'on peut le régénérer, hein, qu'on peut reprendre tout ça. Non, on n'est pas Dieu. Dieu s'y est pris à deux fois pour créer le monde. L'homme ne doit pas avoir cette immodestie. En revanche, je pense que les hommes peuvent, ça et doivent, réparer le monde. Voilà. Donc depuis ma jeunesse, j'ai toujours vu les révolutionnaires prétendant tout casser et tout recommencer sur une page blanche. Je les ai toujours eus en grande méfiance et j'ai toujours au contraire eu le plus grand respect pour les âmes plus modestes, mais en même temps plus loyales à l'humain, qui tentent de réparer. Voilà, de réparer ce monde brisé, ce monde injuste, d'essayer de le rendre un peu meilleur. Mais ça, oui. pas une fois dans sa vie, tous les jours, constamment, chaque fois qu'on le peut, sur tous les terrains possibles où le sort vous jette. Ces femmes et ces hommes-là sont respectables. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous avez affronté les barbaries toute votre vie, qui fait que vous êtes, et vous le dites, optimiste? Parce qu'au fond, vous vous dites, si on n'est pas optimiste, il n'y a plus de possibilité d'action, et vous êtes un homme d'action. Ce qui fait que je suis optimiste, c'est question de tempérament et question de philosophie. Question de philosophie, je ne crois pas aux philosophies, ce qu'on appelle les philosophies de l'histoire. Hein. Philosophie de l'histoire, c'est soit les marxistes ou les hégéliens qui pensent que les choses vont forcément s'améliorer,
soit les disciples de Spengler qui pensent que les choses vont forcément de pire en pire. Je crois ni l'un ni l'autre. Je crois que le sens de l'histoire n'est écrit nulle part. Je pense que le sens de l'histoire, il est ce que nous en faisons, nous et ceux qui nous écoutent. Ça, c'est la première chose. Et puis, par tempérament, je suis un... Je ne sais pas comment dire cela, mais je ne suis pas un résigné, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui accepte le cours des choses. Je ne suis pas fataliste. Je pense qu'on peut toujours tenter quelque chose. Et j'ai souvent été le témoin, disons, de situations désespérées dans lesquelles j'ai parfois vu quelques individus, hommes ou femmes, tout changer et tout faire basculer. Enfin, tout. Pas refaire l'histoire, mais faire que ça aille dans l'autre sens. Fasse que le train de l'histoire dont on pensait qu'il allait à fond la caisse vers l'abîme, eh bien, prenait une autre orientation. Et ça, c'est une raison d'être optimiste. Le pouvoir qu'ont les individus sur le prétendu sens de l'histoire. Merci Bernard-Henri Lévy. Ça s'appelle Nuit blanche chez Grasset. Il y a ce souffle, oui, romanesque, on va le dire, au fil de l'eau, comme ça, des réflexions, des souvenirs, des mots, des phrases, des citations. Et puis à la fin, il y a vous. Il y a vous, face à vous-même. Et nous qui le suivons. Merci Bernard-Henri Lévy. Nuit blanche chez Grasset.